L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Marc Ecker. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous travaillez particulièrement sur les questions de terrorisme et vous avez signé une étude sur le profil des djihadistes français. 137 nuances de terrorisme, les djihadistes de France face à la justice, c'est le titre de cette étude, c'est la première du genre. Elle est en ligne sur le site de l'IFRI, accessible à tous. C'est important, chacun peut la consulter pour se faire son idée. Et vous battez en brèche beaucoup d'éléments que l'on entend régulièrement après les attentats ici en France. D'abord, pour que les choses soient claires, on va préciser le contour de cette étude. Elle porte sur 137 djihadistes qui ont été jugés en France pour terrorisme islamique entre 2004 et 2017. Oui, c'est ça. Je me suis basé sur des sources judiciaires, plus précisément sur des jugements que j'ai collectés patiemment au fil des années. Et j'ai fait une synthèse donc, de ces jugements qui concernent 137 individus, avec à peu près la moitié des individus qui ont été jugés au cours des 2 dernières années. Donc j'ai essayé d'avoir un bon équilibre entre des cas plus anciens, de la génération, disons, Al-Qaïda, et puis des cas plus récents de la génération Daesh. Ça ne concerne pas des terroristes qui ont été tués ou qui sont morts, qui sont morts lors d'attentats commis ici en France? Non, ça ne concerne pas, pour la plupart des cas, des attentats qui ont été effectivement réussis, entre guillemets, en France, même si dans mon échantillon, j'ai un certain nombre de personnes qui sont connues, comme Cherif Kouachi, comme Larossi Abala, donc l'auteur de l'attentat de Charlie Hebdo, l'auteur de l'attentat de Magnanville, qui en fait avaient déjà été jugés dans des affaires précédentes. C'est pour ça qu'on les retrouve dans l'étude. C'est pour ça qu'on les retrouve dans l'étude. Alors vous avez pu établir des éléments de parcours communs entre ces hommes. Je dis ces hommes parce qu'il y a une grande majorité d'hommes et quelques femmes, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Vous avez pu donc effectivement établir des éléments de parcours, d'abord sur leurs milieux familiaux. Oui, alors j'ai essayé de dégager des grandes tendances. En fait, il existait déjà des études, évidemment, sur le phénomène djihadiste, mais c'était des études plus qualitatives, avec des chercheurs ou des journalistes qui avaient interviewé 10, 15, 20 djihadistes et qui avaient essayé de creuser certains aspects de leur vie et de leur parcours de radicalisation. Là, la nouveauté, c'est que j'ai essayé de travailler sur une plus grande masse. Donc j'ai réussi finalement à collecter ces 137 cas. On aurait sans doute pu en avoir encore davantage, mais enfin c'est déjà significatif, pour essayer de voir s'il y avait des grandes tendances statistiques qui se dégageaient. Et il y a effectivement des grandes tendances qui se dégagent. La première, la plus frappante, c'est le niveau d'éducation. Un niveau d'éducation extrêmement faible, j'ai 47% de non-diplômés. Le corollaire, c'est une très faible intégration sur le marché de l'emploi, avec 36% de chômeurs, plus 22% de petits boulots. Ensuite, un autre élément important, c'est la pauvreté relative. 40% de l'échantillon provient de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et puis un autre élément, c'est la délinquance. J'ai 40% là encore de personnes qui ont déjà été condamnées, plus 12% qui n'avaient jamais été condamnées mais qui étaient connues des services de police, qui avaient été signalées au commissariat ou qui avaient été signalées à la gendarmerie. Alors de la délinquance, mais pas pour des faits de terrorisme, de la petite délinquance. De la petite délinquance, tout à fait, souvent des trafics. Le trafic qui d'ailleurs peut aussi servir à financer ce terrorisme qui est bien souvent un terrorisme low cost. Et puis il y a une dernière grande tendance quand même qu'il faut évoquer, même si c'est la plus sensible politiquement. J'ai pu voir que dans mon échantillon, j'avais à peu près 70% de Français et uniquement de Français, plus 22% de binationaux. Mais si on remonte à la génération du dessus, à la génération des parents, on s'aperçoit alors qu'il y a 60% de parents originaires du Maghreb et 10% d'Afrique subsaharienne. Donc on voit que l'élément migratoire, et en général il s'agit de deuxième génération d'immigrés, est quand même très important dans la radicalisation. Sur le rapport à la religion, vous évoquez, et ça aussi, ça bat en brèche beaucoup d'idées reçues, un faible niveau de connaissances religieuses. Alors sur le rapport à la religion, d'abord ce qu'il faut voir, c'est que dans mon échantillon, j'ai à peu près les 3/4 de personnes nées dans des familles musulmanes et 1/4 de convertis. Et le point commun à toutes ces personnes, c'est que le niveau d'éducation religieuse et le niveau de connaissance religieuse est généralement faible. Avec là un élément intéressant qui est qu'entre l'ancienne génération, donc celle qui a plutôt été jugée en 2004, 2005, 2006, 2007, etc., est relativement plus éduquée d'un point de vue religieux que la génération plus récente, celle qui est partie en Syrie au cours des dernières années. Et sur la radicalisation, qui est donc bien souvent le moteur du passage à l'acte, là aussi, fait intéressant de cette étude, vous dites que c'est un processus de longue durée, quand parfois on parle de basculement, ce n'est pas une réalité.
Souvent, on dit effectivement que les gens basculent du jour au lendemain. Ça peut être une perception d'ailleurs des parents qui ne perçoivent pas un changement d'un proche et qui tout à coup se retrouvent avec la police qui débarque pour une perquisition et vraiment les parents tombent des nues. Et donc là, ils essayent de rationaliser a posteriori en disant que leur proche, leur fils, leur fille s'est radicalisé du jour au lendemain. Mais en réalité, ils n'ont pas vu. Et dans la plupart des cas, dans quasiment tous les cas de mon étude, la radicalisation a duré à minima plusieurs semaines, mais souvent plusieurs mois et parfois plusieurs années. Et puis il y a cette dynamique de groupe. On se demande souvent après un attentat si le terroriste était un loup solitaire, expression à la mode. Là encore, pour vous, cette expression n'est pas valable. Ce n'est pas une réalité. Alors c'est pas qu'elle n'est pas forcément pas valable, mais en tout cas dans mon échantillon, je n'ai aucun loup solitaire. Il y a toujours une dynamique. Il y a toujours un groupe. Ils sont quasiment tous condamnés pour association de malfaiteurs terroristes. Ça veut bien dire les choses. Ça veut dire qu'il y a plusieurs terroristes, plusieurs malfaiteurs. Et en général, il y a des dynamiques de groupe qui s'opèrent, soit entre anciens copains qui se sont connus au collège ou au lycée, soit qui se sont connus dans un club de sport, un club de foot ou ailleurs, soit parfois il y a des dynamiques familiales, avec notamment plusieurs fratries dans mon échantillon. Vous avez donc effectivement recueilli ces données. Il y a des éléments communs, très clairement. Vous dites dans la conclusion de votre étude que l'expression profil type est tabou et que c'est peut-être parce qu'elle est taboue qu'on a tant de mal à les appréhender. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que je n'emploie pas cette expression profil type, je n'emploie pas l'expression portrait robot, parce que les tendances que je vous ai décrites concernent à chaque fois entre 40 et 60% des individus. Je parlerai de profil type ou de portrait robot si ces tendances concernaient 95 ou 98% des individus. Je pense qu'il faut faire attention et ne pas partir de cette étude pour dire bon, si dans le fond, si on a un jeune de banlieue qui a un passé délinquant, qui a loupé son intégration scolaire, son intégration professionnelle, et bien celui-là est peut-être plus suspect que les autres. Ça renforce la probabilité. Il faut faire très attention à ça parce que ça renforce la probabilité, mais la probabilité reste quand même très faible. Ce n'est dans le fond qu'une toute petite partie des personnes qui correspondent à ces grandes tendances qui vont finalement basculer dans la radicalisation puis le passage à l'acte. Alors, fort de ces conclusions, est-ce que la réponse apportée aujourd'hui est la bonne, à la fois dans la surveillance de ces individus connus comme étant au moins menaçants, dans le ciblage, dans la sanction pénale ? La surveillance, effectivement, est là, on le voit. Bien souvent, quand il y a un attentat, on voit que la personne était fichée, ce qui montre quand même qu'elle était surveillée. Évidemment, on ne peut pas surveiller ces personnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mettre un policier derrière elles et empêcher qu'elles prennent un couteau pour... Surtout qu'être fiché ne veut pas nécessairement dire qu'on va passer à l'acte. Ça peut vouloir dire qu'on a des relations, des velléités. Tout à fait. Et puis, il y a différents types de fichiers. Le FSPRT, ce n'est pas les fichiers S. Il y a beaucoup de confusion autour de ces fichiers. Mais on reviendra sans doute sur ce qu'on peut faire de plus par rapport à ça. Donc au niveau de la surveillance, en tout cas, beaucoup de choses sont faites. Après, il y a sans doute plus de choses à faire au niveau de la prévention de la radicalisation. Et j'espère que cette étude permettra de mieux cibler les actions de prévention. La déradicalisation, autre terme que l'on emploie souvent, de ces hommes et de ces femmes, de ce que vous avez appris de cette étude, c'est un projet qui vous paraît déconnecté de la réalité ? Il faut continuer à essayer. Alors le terme déradicalisation est de moins en moins employé, on emploie plutôt celui de désengagement, ce qui est un objectif plus modeste mais peut-être plus réaliste puisque la déradicalisation implique qu'on va changer l'état d'esprit, qu'on va changer les idées d'un individu pour le déradicaliser, faire en sorte qu'il ne soit plus radical dans ses idées. Le désengagement, c'est simplement faire en sorte qu'il sorte d'un groupe violent. Il peut garder ses idées radicales mais il ne voudra plus exercer de la violence. Alors j'ai dit simplement, mais en fait c'est très compliqué de désengager les personnes et surtout il est très difficile de savoir si elles sont vraiment désengagées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des signes, avoir l'impression qu'une personne est désengagée, voir qu'elle est déradicalisée, mais en réalité cette personne peut simplement masquer ses intentions réelles. Et du coup il est extrêmement difficile d'évaluer. Et ça veut dire que dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on relâche une personne, c'est une prise de risque. Et il faut maintenir une surveillance, mais là encore, la surveillance ne peut pas s'effectuer à 100%, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Prise de risque, dites-vous, parmi les djihadistes dont vous avez eu les jugements, certains d'entre eux vont commencer à être libérés peu à peu. Certains d'entre eux ont déjà été libérés, et je mentionne ce chiffre qui a été communiqué par la ministre de la Justice, d'une 60aine de personnes qui vont être libérées au cours des 2 prochaines années. Et eux continuent à être surveillés ? Ils continuent à être surveillés, mais encore une fois, là, il y a tellement de monde à surveiller. Je rappelle que le FSPRT, donc le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, c'est un fichier de 20 000 personnes. Alors, toutes les fiches ne sont pas actives, il y en a environ 12 000 qui sont actives, mais enfin, ça veut quand même dire qu'à un moment donné ou à un autre, 20 000 personnes ont été versées au fichier, et c'est
vraiment beaucoup par rapport aux effectifs de nos services de renseignement. Ça veut dire qu'on en surveille trop? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de moyens mis sur ces services de renseignement? Ça veut dire qu'ils ne sont pas ciblés parce qu'on méconnaît effectivement les parcours de ces personnes? Ils sont nombreux. Les moyens des services et de la police ont été renforcés. On ne peut pas non plus renforcer indéfiniment ces moyens. Le risque zéro n'existe pas. On ne cesse de le répéter, mais c'est vrai. Et ces fichiers, il y a parfois des propositions pour mettre ces personnes en détention administrative, en détention provisoire ou autre. Je pense que ce sont des fausses bonnes idées. En réalité, on ne ferait que renforcer le risque. Il y a évidemment la question du droit qui est bien souvent mise en avant en disant on ne peut pas faire ça, nous sommes dans un état de droit. Je pense que ce n'est pas forcément le meilleur argument parce que le droit peut se changer. Il y a deux autres arguments qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est que nos prisons sont déjà surpeuplées. Il y a 70 000 détenus en France et dans certaines prisons, le taux d'occupation dépasse les 200%. Si vous rajoutez 20 000 personnes à ces 70 000, vous rajoutez des problèmes aux problèmes. Et en plus, on sait très bien qu'actuellement, la prison a plutôt tendance à radicaliser davantage les individus. Et puis, il y a un élément très important, c'est un élément stratégique. On a vu d'autres États par le passé, essayer de mettre des personnes en détention provisoire, en détention administrative de manière massive. Les Britanniques l'ont fait dans la lutte contre l'IRA. Ça a été vraiment contre-productif parce que le renseignement n'est pas assez fin. Donc vous mettez en détention des personnes qui en fait sont assez peu impliquées dans les mouvances et qui basculent du coup parce qu'elles se sentent visées. Si on faisait la même chose en France avec les 20 000 personnes du FSPRT, vous créeriez davantage de radicalisation car les personnes tangentes qui sont dans le fichier basculeraient et sans doute également leurs proches, leurs amis, leurs familles. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Sans doute accentuer beaucoup les programmes de prévention, essayer beaucoup plus de travailler avec ces personnes pour essayer de les réinsérer, de les réhabiliter, de faire en sorte qu'elles aient un emploi, de faire en sorte qu'elles aient une éducation. Ça passe par l'école, ça passe par l'emploi, ça passe... Emmanuel Macron a présenté son plan pour les banlieues, même s'il ne l'évoque pas comme ça. C'est ce genre de mesures qu'il faut mettre en place? Entre autres, il faut toujours trouver un équilibre entre les mesures sécuritaires qui sont effectivement extrêmement importantes. Et dès qu'une personne vraiment donne des signes de passage à l'acte, il faut pouvoir sanctionner très fort et en même temps essayer de travailler sur toutes ces grandes tendances que je décrivais. C'est-à-dire quand vous voyez que vous avez 47% de mon échantillon qui n'ont même pas le brevet des collèges, vous voyez qu'il y a un problème d'éducation. Quand vous voyez qu'il y a 36% de chômeurs, vous voyez qu'il faut essayer de donner un emploi, une occupation à ces personnes-là. Alors évidemment, ça ne va pas se faire sans polémique, parce que pourquoi favoriser ces personnes plutôt que d'autres chômeurs ou plutôt que d'autres personnes qui sont peu éduquées? C'est tout l'enjeu. Merci beaucoup Marc Hecker d'être venu sur ce plateau. Je rappelle donc que cette étude est disponible en accès libre sur le site de l'IFRI. 137 nuances de terrorisme, les djihadistes de France face à la justice. Chacun se fera son opinion. Merci à vous. Paris Direct continue juste après la pause avec Damien Coquet. À tout de suite.